La forêt de Frienisberg, un après-midi calme de septembre 1976. Deux silhouettes s'avancent, rient, partagent un moment de convivialité. Pour Béatrice, c'est une journée banale, presque agréable. Pour Alain Jacques, c'est le point culminant d'un plan qu'il a préparé minutieusement depuis 3 ans. Elle ne le sait pas encore, mais ces instants de quiétude cachent une vérité glaciale. Tout a été minutieusement calculé, chaque seconde, chaque détail de cette journée a été préparé dans un seul but: tuer. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire d'un homme prêt à tout pour effacer une humiliation. Dans un crime si froid et méthodique qu'il semblait parfait. Dans les années 1970, Alain Jacques est tout ce qu'un village suisse peut attendre d'un citoyen exemplaire. Marié 2 fois, père de famille, cadre dans l'horlogerie et politicien local. Il s'est bâti une réputation d'homme rigoureux et intègre. Mais cette façade cache une personnalité bien plus complexe. Son divorce avec son ex-femme Béatrice en 1967 a marqué un tournant dans sa vie. Béatrice était tout ce qu'Alain Jacques détestait. Insouciante, bohème, elle vivait dans un appartement en désordre, ce qui rendait fou Alain Jacques. Lors du divorce, c'est Béatrice qui est restée dans la maison commune. Alain Jacques, de son côté, a quitté la maison et s'est installé ailleurs. Cela a été un point de friction entre eux, car Alain Jacques était tenu de payer une pension alimentaire ainsi qu'une contribution annuelle pour l'entretien de la maison tant que Béatrice y vivait. Et pour Alain Jacques, voir sa maison pleine d'animaux avec son jardin à l'abandon est devenu un symbole de toutes les choses qui lui échappent. À chaque visite chez Béatrice, il est consumé par une colère froide. Ce qu'il voit comme un chaos insupportable est pour Béatrice un mode de vie. Mais pour lui, c'est une humiliation qu'il ne peut tolérer. Au fil du temps, il se persuade que pour laver cette honte, il n'y a qu'une seule solution. Béatrice doit disparaître. Mais cette chose ne doit pas être un acte impulsif, ça ne doit pas être un crime passionnel. Alain Jacques est méthodique. Pendant 3 ans, il prépare son plan dans les moindres détails. La première étape pour Alain Jacques est d'avoir de l'équipement. Il commence par acheter des outils de boucherie, couteaux, scie à découper, hachoirs. Chaque objet est choisi avec soin. Il réfléchit à leur utilisation et teste leur efficacité. Ces outils deviennent pour lui les pièces d'un puzzle complexe qu'il s'efforce de résoudre. Mais les outils ne suffisent pas. Alain Jacques sait qu'il lui faut un alibi solide, même inattaquable. Et pour ça, il commence d'élaborer un scénario détaillé. Tout d'abord, il achètera un billet de train pour prouver qu'il était loin du lieu du crime. Il se rendra à son chalet en Valais et y ouvrira les fenêtres pour y faire croire qu'il y a passé la journée. Et surtout, un point très important, être vu par un maximum de témoins à des moments clés. Mais ce qui rend ce plan encore plus troublant, c'est la patience d'Alain Jacques. Il continue de rendre visite régulièrement à Béatrice et maintient avec elle une relation ambiguë. Il sait qu'elle lui fait confiance, qu'elle le voit comme une figure familière, voire même rassurante. Il exploite habilement cette proximité pour que Béatrice ne se méfie de rien. En parallèle, il repère les lieux du crime. La forêt de Frienisberg, près de Berne, devient son choix final. C'est là qu'il mettra en œuvre son plan macabre. Un endroit bien isolé, en dehors des regards, là où personne n'entendra les derniers instants de Béatrice. En 1976, son plan est enfin prêt. Le 4 septembre, Alain Jacques propose à Béatrice de faire un pique-nique en forêt le lendemain. Béatrice accepte volontiers sans se douter que demain sera sa dernière journée. Le 5 septembre, la journée commence avant l'aube pour Alain Jacques. À 5 h du matin, il se lève et commence à exécuter son plan. Il achète un billet de train à Bienne, un détail crucial pour son alibi. Ensuite, il prend la route en direction de son chalet au Valais. Arrivé sur place, il ouvre les fenêtres de son chalet et commence de faire un peu des va-et-vient afin que les voisins l'entendent et le voient faire ses actions. Chaque action est calculée pour renforcer l'illusion qu'il va passer une journée à la montagne. À 13 h, il est de retour à Berne. Béatrice l'attend. Ensemble, ils montent dans sa voiture et prennent la route jusqu'à la forêt de Frienisberg. Alain Jacques est calme, très calme, presque trop calme. Arrivés sur place dans la forêt, ils étendent une nappe, sortent un panier et partagent un repas. Béatrice est de bonne humeur, à l'aise, détendue, elle ne s'aperçoit de rien d'étrange. Alain se rapproche d'elle et pose une main sur son épaule. Puis elle plaisante. « Tu ne veux tout de même pas m'étrangler ?» Elle rit, lui pas. Soudain, Alain passe à l'action. Il la renverse sur une souche d'arbre et commence à l'étrangler. Béatrice lutte. Elle griffe, elle crie, elle se débat, mais Alain Jacques reste implacable. Pour être certain qu'elle soit bien morte,
Il entoure un câble électrique autour de son cou jusqu'à ce que sa victime cesse totalement de bouger. Le silence revient dans la forêt de Frienisberg. Béatrice est morte. Mais le crime ne s'est pas déroulé exactement comme Alain Jacques l'avait prévu. Le meurtre a pris plus de temps que prévu. Le soleil commence à décliner et Alain Jacques sait qu'il doit être impérativement de retour à son chalet en Valais pour solidifier son alibi. Il décide donc d'abandonner son plan initial de découper le corps sur place. Au lieu de ça, il cache la dépouille de Béatrice sous des branches et quitte la forêt précipitamment. Sur le chemin proche de son chalet, il s'assure de saluer un maximum de personnes qu'il croise afin de faire un réseau de témoins involontaires. De retour à son chalet, il appelle sa belle-sœur et lui raconte sa journée. Il aurait passé sa journée à randonner, puis il allait dormir dans son chalet. Mais Alain Jacques est loin d'être au bout de ses efforts. Le lendemain, il reprend sa voiture en direction de la forêt de Frienisberg. Avec ses outils et dans un silence glaçant, il découpe méthodiquement chaque partie du corps de Béatrice. La tête, les bras, les jambes sont découpés minutieusement puis emballés dans des sacs plastiques avant d'être jetés dans un étang isolé. Pour Alain Jacques, son crime était parfait. Mais ce qu'il ignore, c'est que des détails minuscules vont le trahir. Béatrice étant une femme connue dans son entourage, sa disparition soudaine sans prévenir attire rapidement l'attention de ses proches. Son absence est signalée à la police et Alain Jacques, en tant qu'ex-mari avec qui elle entretenait encore des relations, devient naturellement une personne d'intérêt pour les enquêteurs. Alain Jacques admet à la police qu'il a vu Béatrice peu de temps avant sa disparition. Il raconte avoir passé du temps avec elle le samedi 4 septembre 1976, mais prétend ne plus avoir eu de nouvelles d'elle ensuite. En tant que dernier témoin connu à l'avoir vue, il devient automatiquement un suspect potentiel. De plus, les enquêteurs trouvent des morceaux de cadavres emballés dans des sacs plastiques jetés dans un étang près de Niederried. Ces restes sont impossibles à identifier immédiatement, mais ils confirment qu'un crime a été commis. Cela intensifie les recherches pour trouver le reste du corps et identifier le meurtrier. Pour Alain Jacques, l'étau se resserre. Et les premières incohérences commencent d'émerger rapidement. Tout d'abord, le billet de train qu'Alain Jacques a acheté à Bienne n'a jamais été utilisé. Ses voisins ont rapporté qu'ils ont constaté des comportements étranges dans son emploi du temps. Et surtout, la police découvre des griffures sur les poignets d'Alain Jacques correspondant aux marques de défense de Béatrice. Lorsqu'il est auditionné par la police, Alain Jacques reste calme. Mais plus les questions s'accumulent et plus l'interrogatoire s'intensifie, plus Alain Jacques devient confus dans ses réponses. Il commence à se contredire et à s'embourber dans ses propres mensonges. Les enquêteurs sentent qu'il cache quelque chose. Ce qui finit par finalement briser Alain Jacques est nul autre que sa propre conscience. Lorsqu'il falsifie sa déposition pour couvrir son alibi, il réalise qu'il vient de violer l'un des principes qu'il considère comme sacrés. Apposer sa signature au bas de cette page sur laquelle il a dit des tas de mensonges le ronge. Le 18 septembre 1976, sous la pression, Alain Jacques avoue tout. Il déclare avec froideur aux enquêteurs « Lorsqu'il y a un rebelle dans le troupeau, il faut bien l'éliminer ». Le procès d'Alain Jacques est un spectacle glaçant. Face au juge, il décrit chaque détail de son meurtre avec une précision clinique, comme s'il racontait une simple tâche accomplie. Il affirme à plusieurs reprises qu'il a agi pour rétablir l'ordre et pour laver une honte familiale. Mais ce qui choque le plus les juges est son absence totale de remords. Alain Jacques ne voit pas du tout son crime comme un acte odieux, mais comme une mission logique et nécessaire. Malgré la gravité de ses actes, Alain Jacques évite la prison à vie. Les experts psychiatriques concluent à une responsabilité diminuée, invoquant son obsession pathologique pour le contrôle et l'ordre. Il a été condamné à 20 ans de prison. Pour les habitants de son village, Alain Jacques, l'homme irréprochable, est devenu le symbole de la noirceur humaine. Une façade respectable et admirable peut cacher un monstre. Cette histoire montre comment une obsession aussi banale qu'un jardin désordonné peut, dans un esprit malade, devenir le moteur d'un acte monstrueux. Alain Jacques pensait contrôler chaque détail de son crime, mais c'est ces mêmes détails qui l'ont trahi. Le crime parfait n'existe pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait super plaisir. Dans la description, je vous mets le lien du podcast complet de la RTS pour le meurtre de Béatrice. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque là, si vous voulez me soutenir et m'aider à faire grandir cette chaîne, un j'aime, un commentaire, un partage, ça fait super plaisir et ça rend méga service. Allez, bonne journée, bonne soirée, ciao!